Il était une fois, dans un village paisible appelé Cambolé, où tout le monde vivait heureux. Le village était entouré de grands arbres luxuriants, et les habitants suivaient des règles spéciales. L'une des règles les plus importantes était que toutes les filles devaient rester pures, c'est-à-dire qu'elles devaient rester vierges jusqu'à leur mariage. Cette règle était très spéciale pour les habitants de Cambolé, et ils veillaient à ce que toutes les filles la suivent scrupuleusement. Les parents de Cambolé étaient très fiers de cette tradition. Ils croyaient que leur fille était pure et chérissaient profondément cette conviction. Souvent, ils se vantaient entre eux en disant des choses comme « Ma fille est pure, tout comme toutes les filles de notre village ». C'était pour eux un point d'honneur et un signe de leur bonne éducation et de leur respect pour leurs coutumes. Cependant, un jour, quelque chose d'inattendu se produisit, un terrible malheur s'abattit sur le village. Pour lever cette malédiction, il fut révélé que seule une véritable vierge pourrait être la solution. Il y avait aussi la promesse que la jeune vierge qui participerait au sacrifice épouserait le prince, et que ses parents recevraient de nombreux cadeaux et de l'argent. Excités par la perspective que leur fille devienne membre de la famille royale, tous les parents amenèrent avec empressement leur fille au palais. Ils étaient sûrs que leur fille était vierge, désireux de gagner le prix et de rétablir la paix dans le village. Alors que la foule se rassemblait, Abalé s'avança avec un grand pot dans les mains. Il s'adressa à tous en disant « Dans ce pot se trouve un collier spécial béni par les dieux. Seule une vraie jeune vierge peut le sortir. C'est le test que les dieux nous ont donné pour trouver celle qui accomplira le sacrifice. » Les filles se mirent en ligne, nerveuses, tandis que leurs parents les observaient avec confiance. Une à une, les filles plongeaient leurs mains dans le pot, mais à chaque fois, elles en ressortaient les mains vides. L'atmosphère devint tendue alors que la première fille essayait, puis la deuxième, et ainsi de suite. Chacune échoua, et les murmures parmi la foule se firent de plus en plus forts. Puis vint le tour des filles du chef, connues pour leur grâce et leur beauté. La première fille s'avança avec confiance, mais elle ne parvint pas non plus à trouver le collier. La deuxième fille essaya, mais échoua également. Enfin, la plus jeune fille tendit les mains, tremblante, mais elle aussi ne trouva rien. Les villageois furent stupéfaits. Les murmures se firent entendre. Comment est-ce possible? Pas même les filles du chef? Les anciens échangèrent des regards inquiets, perplexes et préoccupés. Ils avaient toujours cru que les filles du village étaient pures, respectant les traditions qu'ils chérissaient. Mais maintenant, il semblait que quelque chose avait terriblement mal tourné. La nouvelle de l'échec du test se répandit rapidement dans le village, provoquant incrédulité et choc. Les filles commencèrent à crier « Ce n'est pas notre faute, c'est à cause de la tante Isimé ». Les rumeurs se propagèrent, et l'attention se tourna vers Isimé, l'étrangère venue de la ville. Les villageois commencèrent à murmurer, la blâmant pour le chaos et les malheurs qui avaient frappé leur paisible village. « Elle est venue ici et a tout changé », murmura une vieille femme. « Nos filles suivaient les traditions, et maintenant, regardez ce qui est arrivé. » Un autre villageois acquiesça, disant « Isimé a apporté les manières de la ville dans notre village. Elle a fait oublier aux filles qui elles sont. » Et ainsi, l'histoire commence. Il y a très longtemps, une jeune fille nommée Isimé vint rendre visite à sa tante dans le village de Cambolé. Isimé venait de la grande ville, et elle était très belle. Elle portait toujours des vêtements colorés et révélateurs qui attiraient tous les regards. Isimé traversait le village avec confiance, comme si elle était une reine, et tout le monde la remarquait, surtout les hommes. En voyant Isimé passer, les hommes murmuraient « Waouh, regarde-la, elle est si belle ». Les filles du village l'observaient aussi. Elles admiraient la façon dont elle s'habillait et marchait, souhaitant pouvoir être comme elle. « Je veux porter des vêtements comme Isimé », dit une fille. Une autre ajouta « Elle a l'air si confiante et jolie ». Les filles du village ne savaient pas grand-chose sur Isimé, mais elles étaient fascinées par elle. Elles aimaient la façon dont elle semblait si différente et excitante. Les vêtements vifs et la démarche confiante d'Isimé étaient comme rien de ce qu'elles avaient vu auparavant. Elles commencèrent à se demander ce que ce serait d'avoir toute l'attention qu'Isimé recevait. « Isimé est tellement cool », dit l'une des filles. « Je veux être comme elle. » Et ainsi, elles l'observèrent attentivement, espérant en apprendre plus sur elle et peut-être devenir comme elle un jour. Mais elles ne savaient pas qu'Isimé avait un secret qui allait tout changer dans le village. Isimé avait un secret que personne dans le village ne connaissait. Les hommes qui admiraient sa beauté lui offraient des cadeaux et de l'argent, mais ce n'était pas seulement parce qu'elle était jolie. Isimé rencontrait ces hommes en secret, et en échange de leurs cadeaux, elle passait du temps avec eux d'une manière que le village n'approuverait pas. Un jour, Achala, la fille du chef, devint curieuse de savoir pourquoi Isimé semblait toujours avoir de nouvelles choses et de l'argent. Achala décida de suivre discrètement Isimé pour découvrir ce qui se passait. Elle vit Isimé rencontrer un homme dans un endroit caché, puis Isimé s'en alla avec un petit sac d'argent. Achala fut surprise et pensa « Alors, c'est ça le secret d'Isimé ?
Les hommes lui donnent des cadeaux pour être avec eux. Elle se demanda si elle pourrait aussi recevoir des cadeaux. Achala avait toujours été une bonne fille, suivant les règles du village, mais maintenant elle était curieuse. Elle voulait se sentir spéciale comme Izimé. Le lendemain, Achala vit un jeune marchand qui la regardait depuis un moment. Elle décida d'essayer ce qu'elle avait vu faire Izimé. Achala parla au marchand et accepta de le rencontrer en secret. Le marchand lui donna des cadeaux et de l'argent, tout comme il l'avait fait avec Izimé. Achala était excitée et se sentait spéciale. « C'est si facile, pensa-t-elle. Je peux aussi avoir de belles choses. » Elle avait l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et était impatiente de le raconter à ses amis. Mais elle ne savait pas que ce secret allait provoquer de grands changements dans le village. Achala ne put garder sa découverte pour elle. Elle raconta à ses amis le secret d'Izimé et combien il était facile d'obtenir des cadeaux et de l'argent des hommes. « Tout ce que vous avez à faire, c'est de passer du temps avec eux, et ils vous donnent de belles choses, » expliqua Achala. Ses amies furent d'abord choquées, mais ensuite, elles devinrent curieuses elles aussi. Bientôt, de plus en plus de filles du village commencèrent à suivre l'exemple d'Izimé. Elles commencèrent à se maquiller et à s'habiller de manière à attirer l'attention des hommes. Les filles voulaient se sentir spéciales et recevoir des cadeaux, tout comme Izimé et Achala. Elles se murmuraient entre elles, « Si Izimé et Achala peuvent le faire, pourquoi pas nous ?» Izimé remarqua le changement chez les filles du village et y vit une opportunité. Elle commença à organiser des rencontres entre les filles et les hommes, prenant une part des cadeaux et de l'argent que les filles recevaient. Izimé leur disait « Je m'occupe de tout, vous n'avez qu'à être gentille avec les hommes. » Les filles lui faisaient confiance et suivaient ses instructions. Elles aimaient l'attention et les cadeaux qu'elles recevaient des hommes. Elles se sentaient spéciales et appréciaient les nouvelles choses qu'elles pouvaient acheter avec l'argent. Elles commencèrent à oublier les traditions importantes du village, comme rester pures et se respecter elles-mêmes. L'excitation de recevoir des cadeaux leur faisait oublier les valeurs avec lesquelles elles avaient grandi. À mesure que de plus en plus de filles se joignaient à ce qui ressemblait à un club secret, elles gardaient tout cela caché de leurs parents et des anciens du village. Les filles pensaient qu'elles s'amusaient, mais elles ne se rendaient pas compte des ennuis dans lesquels elles s'engageaient. Le secret se répandait et il changeait le village de manière inattendue. Avec le temps, de plus en plus de filles dans le village commencèrent à rejoindre les réunions secrètes d'Izimé avec les hommes. Ce qui avait commencé par quelques filles cherchant des cadeaux devint une pratique courante. Les filles rencontraient les hommes non seulement pour les cadeaux, mais aussi pour l'attention et l'excitation que cela leur apportait. Elles se sentaient admirées et spéciales, et ce sentiment devint plus important que les cadeaux eux-mêmes. Les anciens et les parents du village n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils continuaient leur vie quotidienne, croyant que les traditions du village étaient toujours respectées. Les anciens parlaient souvent de l'importance de la pureté et du respect, pensant que les filles les écoutaient et suivaient leurs enseignements. Ils ne savaient pas que la forte tradition de garder les filles pures jusqu'au mariage était en train d'être brisée. Les filles gardaient bien le secret. Elles se comportaient normalement avec leur famille, assistaient aux rassemblements du village et participaient aux corvées quotidiennes. Mais derrière des portes closes, elles menaient une vie différente, une vie qui allait à l'encontre de tout ce que le village représentait. Le tabou de rencontrer des hommes en secret était devenu une norme parmi les filles du village. Elles ne ressentaient plus de honte ni de culpabilité pour leurs actions. Au contraire, elles voyaient cela comme un nouveau mode de vie, un mode qui leur offrait liberté et attention. Elles s'étaient éloignées des valeurs qu'on leur avait enseignées, et les traditions autrefois solides se désintégraient silencieusement, sans être remarquées par les anciens et les parents. Un jour, quelque chose de terrible se produisit dans le village de Cambolé. Les plantes commencèrent à se flétrir, leurs feuilles devenant brunes et sèches. Les animaux, habituellement pleins de vie, commencèrent à tomber malades et à mourir. Pire encore, les villageois eux-mêmes commencèrent à souffrir. Beaucoup de gens tombèrent malades avec des symptômes étranges que personne n'avait jamais vus auparavant. C'était une période sombre et effrayante pour tout le monde. Les villageois étaient effrayés et confus. Ils ne savaient pas ce qui causait cette malchance soudaine. Ils avaient toujours suivi leurs traditions et respecté les dieux, du moins le pensaient-ils. Désespérés de trouver des réponses, ils décidèrent de consulter l'oracle Abalé, connu pour sa sagesse et sa connexion avec le monde spirituel. Les villageois se rassemblèrent chez Abalé, leurs visages empreints d'inquiétude. Les anciens prirent la parole en premier, expliquant la situation et demandant à Abalé ce qu'il pouvait faire pour arrêter la malédiction. Abalé écouta attentivement, les yeux fermés comme s'il était plongé dans une réflexion profonde. Après un long silence, il prit enfin la parole. « Les dieux sont en colère », dit Abalé d'une voix solennelle. « Ils sont mécontents du village, car les traditions ont été brisées. La pureté,
autrefois si précieuse, a été perdue. Pour apaiser les dieux, un grand sacrifice doit être fait. 2 jeunes vierges doivent porter le sacrifice jusqu'à l'autel sacré. Les villageois poussèrent des cris de surprise. L'idée d'un sacrifice était sérieuse, mais encore plus celle de mentionner des vierges. Les anciens du village, qui avaient toujours cru que toutes les jeunes filles étaient pures, étaient inquiets. Ils avaient confiance que leur tradition avait été respectée, mais maintenant, ils n'en étaient plus si sûrs. Abalé continua, « Le sacrifice doit être fait dans les 2 jours, sinon la malédiction deviendra plus forte et d'autres souffrances s'abattront sur le village. » Les villageois quittèrent la maison d'Abalé, le cœur lourd d'inquiétude. Ils savaient qu'ils devaient agir rapidement pour trouver 2 jeunes vierges pour le sacrifice. Le village s'était toujours enorgueilli de la pureté de ses filles, mais maintenant, avec les comportements étranges des derniers mois, des doutes commencèrent à s'immiscer dans leurs esprits. Leurs croyances autrefois inébranlables en leur tradition étaient ébranlées, et le poids de la malédiction pesait sur eux tous. C'est ainsi que, le lendemain matin, le crieur du village parcourut le village en sonnant sa cloche et en criant « Que toutes les jeunes filles se rendent au palais ! Que toutes les jeunes filles se rendent au palais !» Sa voix résonnait dans les rues et bientôt chaque famille entendit l'appel. Les villageois savaient que cela concernait l'important sacrifice dont avait parlé Abalé. C'est ainsi que, le jour suivant, toutes les filles et leurs parents se rendirent au palais. Et lorsque le test du pot de la virginité fut réalisé pour toutes les filles par Abalé, ils découvrirent qu'aucune fille du village n'était encore vierge. Isimé les avait toutes transformées en prostituées. De retour au présent, la voix d'Abalé rompit le long silence de l'histoire. « Les dieux voient tout », dit-il gravement. Leur colère est évidente. Nous devons poursuivre la recherche, car sans le sacrifice, la malédiction ne sera pas levée. Les villageois réalisèrent alors la gravité de la situation. La pureté qu'ils avaient prise pour acquise avait disparu, et les filles qui étaient censées représenter la fierté et les traditions du village avaient échoué au test. Maintenant, ils faisaient face à la dure réalité que trouver les bonnes jeunes filles pourrait être plus difficile qu'ils ne l'avaient pensé. Le poids de la malédiction semblait plus lourd que jamais, et le village était rempli d'un sentiment de terreur et d'urgence. La faute se reporta rapidement sur Isimé, qui était devenu le symbole de tout ce qui avait mal tourné. Les villageois croyaient que son influence avait conduit les filles à s'égarer, les poussant à abandonner leurs traditions et à attirer la colère des dieux sur eux. Les anciens secouèrent la tête, remplis de déception et de colère. Les parents d'Isimé, qui vivaient en ville, entendirent bientôt parler des problèmes que leur fille avait causés. Ils étaient choqués et honteux. Son père, un homme sévère qui croyait en la discipline, était furieux. « Nous aurions dû mieux l'élever, » dit-il, la voix pleine de regret. « Nous avons été trop indulgents et maintenant elle nous a couverts de honte. » La mère d'Isimé, qui avait souvent défendu les actions de sa fille, ressentit une profonde tristesse. « J'aurais dû être plus stricte, » admit-elle. « Je lui ai laissé faire ce qu'elle voulait parce qu'elle était notre enfant unique. Maintenant, regardez le gâchis qu'elle a fait. » Tandis que les villageois continuaient de parler, Isimé ressentait le poids de leur blâme. Elle réalisait l'impact de ses actions et les ennuis qu'elle avait causés. La fille autrefois admirée de la ville était désormais vue comme la racine de tous les problèmes à Cambolé. Les villageois exigeaient qu'elle assume ses responsabilités, car ils croyaient qu'elle était celle qui avait conduit leur fille à briser les traditions sacrées. Le village était en ébullition, et le blâme sur Isimé devenait de plus en plus lourd chaque jour. Son influence avait détourné les filles de leurs valeurs, et maintenant le village en subissait les conséquences. Les anciens décidèrent qu'il fallait faire quelque chose pour rétablir l'ordre et se réconcilier avec les dieux. Le destin du village reposait sur ce qui allait se passer ensuite, et tous les regards étaient tournés vers Isimé pour voir comment elle allait faire face aux conséquences de ses actions. Les anciens et les villageois se rassemblèrent pour décider de ce qu'il fallait faire. Aucune jeune vierge n'ayant été trouvée et la malédiction pesant encore sur le village, ils se tournèrent vers Isimé, celle qu'ils croyaient responsable de cette malchance. La décision fut prise, Isimé porterait le sacrifice seule, en pénitence pour le chaos qu'elle avait causé. Isimé se tenait devant le village, ressentant un mélange de peur et de regret. Elle regardait les visages des villageois, tous remplis de colère et de déception. Ses parents, qui avaient accouru de la ville, se tenaient impuissants à ses côtés. Ils ne pouvaient la protéger des conséquences de ses actions. L'oracle Abalé lui tendit la calebasse remplie d'offrandes pour les dieux. « Tu dois la porter à l'autel sacré dans la forêt, » dit-il. « Tu marcheras seul. C'est ton fardeau à porter. » Avec la lourde calebasse sur la tête, Isimé commença son voyage. Elle traversa le village, passant devant les regards désapprobateurs et les murmures des gens. Lorsqu'elle entra dans la forêt dense, elle se sentit vraiment seule. Les arbres se refermaient autour d'elle et le chemin devenait de plus en plus difficile.
Pendant 2 jours, elle marcha sans repos, les pieds douloureux et l'esprit lourd. En chemin, Izime réfléchissait à tout ce qui s'était passé. Elle se souvenait de l'excitation et de l'attention qu'elle avait reçue des hommes, de la manière dont les filles du village l'avaient admirée et avaient voulu être comme elle. Elle réalisait maintenant à quel point cette attention était superficielle et éphémère. Cela les avait toutes égarées, loin des valeurs et des traditions qui avaient protégé le village et rendu ses habitants heureux. Des larmes coulèrent sur le visage d'Izime alors qu'elle continuait à avancer. Elle ressentait un profond regret pour le mal qu'elle avait causé, non seulement à elle-même, mais à tout le village. Elle comprenait maintenant que ses actions avaient des conséquences, et ces conséquences avaient apporté la souffrance à tout le monde. Enfin, épuisée et exténuée, Izime atteignit l'autel sacré, profondément enfoui dans la forêt. Elle déposa la calebasse sur l'autel et s'agenouilla devant, criant au Dieu de lui pardonner. Elle pria pour que la malédiction soit levée et que le village retrouve la paix. À cet instant, Izime sentit tout le poids de ses actions et la douleur qu'elles avaient causée. Alors qu'elle se relevait pour partir, un sentiment d'acceptation tranquille s'empara d'elle. Elle savait qu'elle devait affronter ce qui allait suivre avec courage, même si cela signifiait être séparée de sa famille et de la vie qu'elle avait autrefois connue. Le voyage d'Izime n'était pas seulement physique, c'était un voyage de réalisation et de repentance, et elle espérait que, d'une manière ou d'une autre, le village pourrait guérir des blessures causées par ses actions. Après avoir terminé son voyage, Izime revint au village. Alors qu'elle traversait la forêt et retournait à Cambolé, elle remarqua un changement dans l'air. Les villageois se rassemblèrent, l'observant avec un mélange de soulagement et de colère persistante. Les plantes qui s'étaient flétries commencèrent à montrer des signes de vie, et les animaux malades commencèrent à se rétablir. La malédiction avait été levée, mais les conséquences pour Izime étaient loin d'être terminées. Les anciens se tenaient devant le village et Abalé prit la parole. « Les dieux ont accepté le sacrifice », annonça-t-il. « La malédiction est levée, mais Izime doit affronter les conséquences de ses actions. Elle ne sera pas autorisée à quitter le village pendant 12 ans. Pendant ce temps, elle sera responsable de porter tous les sacrifices aux dieux. » Les villageois murmurèrent leur accord. Ils étaient soulagés que la malédiction ait pris fin, mais ressentaient encore du ressentiment envers Izime. Dans le cadre de sa punition, Izime fut assignée à une petite hutte près du sanctuaire, isolée du reste du village. Les villageois l'évitaient, et elle était traitée comme une paria. Izime passait ses journées à remplir ses devoirs, portant les sacrifices et entretenant le sanctuaire. Elle vivait dans la solitude, réfléchissant aux choix qu'elle avait faits et aux vies qu'elle avait affectées. La jeune fille autrefois joyeuse et pleine de vie, venue de la ville, n'était plus qu'une ombre d'elle-même, accablée par le poids de ses actions passées. Le village, quant à lui, travaillait à restaurer ses traditions. Ils renforcèrent l'importance de la pureté et du respect pour leurs valeurs culturelles afin de protéger leur mode de vie. Les anciens décidèrent que personne de la ville ne serait plus autorisé à entrer à Cambolé. Ils voulaient s'assurer que les erreurs du passé ne se répéteraient pas. L'histoire d'Izime devint un conte moral pour les enfants de Cambolé. Les parents leur racontaient l'histoire de la fille venue de la ville qui avait apporté des ennuis à leur village. Ils parlaient de l'importance de respecter les traditions et de faire de bons choix. La vie d'Izime servait de rappel des conséquences de s'éloigner du chemin du respect et de l'honneur. Pendant 12 longues années, Izime resta dans le village, isolée et seule. Elle vivait avec le regret de ses actions et la conscience qu'elle avait apporté la honte sur elle-même et sur sa famille. Sa punition n'était pas seulement physique, mais aussi un profond voyage émotionnel et spirituel. Elle apprit que la vraie beauté et la vraie valeur viennent de l'intérieur, et que respecter sa culture et ses traditions est vital. Avec le temps, le village guérit lentement, mais le souvenir de ce qui s'était passé resta avec eux. L'histoire d'Izime fut transmise de génération en génération, comme une leçon d'humilité, de respect et de l'importance de faire des choix judicieux. C'était une fin triste pour Izime, mais aussi une leçon apprise pour le village de Cambolé, leur rappelant la force et la valeur de leur héritage culturel. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si c'est le cas, mettez un j'aime à la vidéo, commentez ce que vous avez appris de ce conte, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires enchanteresses comme celle-ci. Merci.